Bonsoir à tout le monde, quel plaisir de vous avoir avec nous. Donc, c'est une énième rencontre autour des questions qui nous paraissent assez essentielles, c'est-à-dire vraiment des questions de l'actualité qui ont leur ancrage dans la philosophie politique, dans la pensée politique en général, dans l'histoire des idées. Aujourd'hui, nous nous retrouvons autour de la question du management avec Nicolas Mathiassi qui vient de publier un livre. Il a co-dirigé un volume consacré au New Public Management, d'une part. Et donc, je suis vraiment très heureuse de l'avoir ici. Il va nous donner quelques éclairages au sujet des questions contemporaines. Et je suis donc vraiment très enthousiaste aussi d'avoir Thibault Le Texier avec nous. Thibault Le Texier, je ne le connaissais pas jusqu'à il y a peu de temps pour ses travaux sur le management. Je connaissais surtout son livre absolument révolutionnaire vraiment touchant pour toute personne qui s'intéresse à l'histoire de la psychologie, donc les livres consacrés à l'expérience de Zimbardo. Thibault Le Texier, c'est lui qui a détruit les mythes de Zimbardo pour toute la psychologie internationale. Donc c'est quelqu'un qui nous permettra d'avoir un aperçu des questions vraiment interdisciplinaires qui nous intéressent sur ces champs du management. Donc cher Thibault, je vous laisse la place, pour ainsi dire. Donc, je vous invite très vivement à faire ce que vous souhaitez, à dire ce que vous souhaitez nous dire dans ce contexte assez particulier. Donc là, vous avez... Oui, merci Anna. Alors j'avais un PowerPoint, je ne sais pas si vous avez ça sous la main. Je l'ai sous Voilà, la main. Je pensais que c'est vous qui alliez le partager, mais du coup, je le partage avec le plus grand plaisir. oui, je ne sais pas trop comment ça marche avec Zoom, et donc si ça ne vous dérange pas, voilà, je vais vous laisser le... On peut passer directement au deuxième slide. Ça, c'est le livre sur lequel sera basé ce que je vais dire ce soir. Donc voilà, si vous voulez en savoir un peu plus, c'est là qu'il faudra chercher. Donc le management, dans une approche historique, on peut dire que c'est quelque chose qui apparaît il y a plus d'un siècle, qui apparaît entre 1880 et 1920 aux États-Unis, qui va être mis en forme, qui va être théorisé par principalement des ingénieurs, donc comme Frederick Taylor, qui est devenu le plus célèbre d'entre eux, et qui va connaître de multiples formes tout au long du XXe siècle. Chaque génération d'ingénieurs et de managers va vouloir un petit peu refaire les choses à sa manière et va vouloir se démarquer des fondateurs, mais on voit quand même tout au long du XXe siècle 4 principes qui reviennent en permanence quand on parle de management. Et donc, je vais baser mon exposé, en tout cas dans sa première partie, sur ces 4 principes qui sont l'organisation, le contrôle, l'efficacité et la rationalisation. Donc, on peut passer peut-être directement à la première illustration, voilà, la slide suivante. Donc, le principe d'organisation consiste à... vous pouvez mettre le slide suivant si vous voulez, Anna, merci. Le principe d'organisation consiste à dire qu'un groupe humain est une entité malléable. Jusqu'à maintenant, jusqu'aux années 1880, dans les entreprises, l'entreprise était une sorte de corps organique qui était constitué par la famille, et donc on ne pouvait pas recruter n'importe qui, on allait recruter dans le cercle des proches. Moi, c'est encore ce qui se fait dans beaucoup d'entreprises françaises familiales. Et chaque individu avait une valeur en soi, en fait, alors que dans la logique managériale nouvelle, les individus ne valent que parce qu'ils peuvent accomplir certaines fonctions, que parce qu'ils vont remplir une certaine case dans un organigramme. Et la fonction, le poste, va précéder l'individu, va être plus important que l'individu. On va pouvoir, comme ça, recruter ou se débarrasser de personnes pour remplir des cases ou parce que des cases disparaissent. Donc là, on voit avec cet exemple de l'organigramme comment une entreprise, comment une organisation maintenant fait sens. C'est une sorte de structure pyramidale de postes qui sont enchâssés les uns dans les autres et qu'on va pouvoir modifier, qu'on va considérer comme une réalité malléable. On va peut-être passer au slide suivant. Voilà, où là, on a un exemple typiquement de structure d'entreprise classique. Slide suivant, s'il vous plaît, Anna.
où on voit, donc là c'est le schéma d'un bureau, on voit que cette intelligence de l'organisation se déploie aussi sur les espaces, sur les arrangements, les dispositifs. On va considérer les espaces de travail comme des réalités malléables, on va pouvoir réorganiser la structure des bureaux et on va commencer à, comme ça, prendre le contrôle complètement de l'espace au fin d'une meilleure efficacité. Donc, slide suivant, s'il vous plaît. Voilà, donc il y a aussi toute une réflexion sur la malléabilité du corps, comment il faut mettre les corps au travail, utiliser le plus possible les capacités corporelles des individus et évidemment leurs capacités intellectuelles aussi et psychologiques. Donc ça, on verra un peu après. Je passe vite hein, parce que j'ai assez peu de temps et il y a beaucoup de choses à dire. Le principe de contrôle, ça consiste à dire qu'on ne peut pas faire confiance aux individus, comme dans une structure familiale où voilà, on disait à quelqu'un, bon, bah, il faut faire ça pour demain, et la personne disait, bon, très bien, je vais le faire. Là, dans une organisation managériale, il faut pouvoir contrôler les individus. Donc, la logique, souvent, ça consiste à fixer des objectifs et contrôler, évaluer l'accomplissement de ces objectifs. Typiquement, en instituant des indicateurs et en mettant en place toute une paperasserie de formulaires, d'instruments de mesure. Donc là, par exemple, le slide suivant montre comment il y a toute une prolifération de tableaux, d'outils de reporting pour pouvoir suivre, noter, enregistrer tout ce qui se passe. Et il y a une codification, une standardisation des tâches qui accompagnent ce mouvement. Pour pouvoir contrôler, on va de plus en plus diviser, codifier les protocoles, donc dire une tâche ne doit pas être accomplie de façon spontanée ou habituelle par un individu parce qu'il a l'habitude de la faire, mais une tâche doit suivre un certain protocole qu'on va décomposer en étapes A, B, C, D. Et donc, les individus vont suivre comme ça de plus en plus des protocoles. Donc là, dans le slide suivant, on voit par exemple… Pardon, Thibaut, juste par curiosité, oui. ça date de quand Alors, toutes ces images, elles datent entre 1900 et 1920. Elles sont extraites de manuels de management américains. D'accord. Et donc là, typiquement, quand on va confier à quelqu'un la tâche de mettre une feuille dans une enveloppe, ce n'est pas quelque chose qu'on va laisser à sa discrétion, mais on va codifier des opérations aussi bénignes que le pliage d'enveloppe. Donc là, voilà, vous avez des instructions si ça vous intéresse. Et donc, il y a ça se développe pour de plus en plus de tâches au sein des entreprises. Petit à petit, la standardisation et la codification va tout gagner. Oui, vous pouvez passer au slide suivant. Donc, le principe de rationalisation, c'est l'idée qu'il va falloir organiser la lisibilité des actions individuelles et la traçabilité. Et donc, on va mettre en place tout un ensemble d'outils d'enregistrement des gestes. Donc là, typiquement, ce sont des travailleurs qui sont filmés avec des diodes, des ampoules qui sont accrochées sur leurs bras pour pouvoir décomposer leurs mouvements et pour pouvoir analyser ces mouvements. Dans les entreprises traditionnelles, avant, c'était un peu comme les artisans aujourd'hui. Un contremaître avait une tâche à effectuer, il allait recruter un groupe d'ouvriers et le groupe d'ouvriers allait s'organiser lui-même pour accomplir le travail. Le groupe d'ouvriers, en général, possédait ces outils et donc, voilà, on se mettait d'accord sur un devis et sur des échéances et ensuite, les ouvriers, les travailleurs organisaient eux-mêmes leur travail. Le principe du management, c'est de dire que ce sont les managers et non pas les exécutants qui possèdent le savoir sur le travail. C'est eux qui savent comment il faut faire, à quel rythme, de quelle manière. Et donc, une grande part de l'autorité, de la légitimité des managers vient de leur savoir, de la possession du savoir sur le travail. Et donc, ils vont déployer tout un ensemble d'outils d'analyse et d'études du travail pour pouvoir, comme ça, capitaliser, capter les savoir-faire qui étaient autrefois incorporés dans les individus. Ensuite, ils vont codifier ces savoir-faire et ils vont les réinjecter aux moyens de formation dans les individus. On peut peut-être passer au slide suivant, je ne sais pas trop ce qu'il y a ensuite. Donc, typiquement, on va, comme ça, prendre de plus en plus en compte des savoirs physiologiques sur comment fonctionne le corps humain et on va codifier. Donc ça, c'est tout le développement qui va avoir lieu à partir des années 1940, 1950, tout le développement de l'ergonomie.
au travail, sur comment mettre le corps au travail, comment utiliser pleinement les capacités motrices des individus. Mais aussi, donc là, on va voir dans les 2 slides suivants, on va de plus en plus prendre en compte les capacités intellectuelles et les capacités psychologiques des individus. Donc là, typiquement, vous avez tous les domaines de codification qu'on va essayer de mesurer chez un individu. Donc, quand on va, par exemple, faire une fiche de poste ou recruter quelqu'un, on va essayer de mesurer son agilité, son activité, ses compétences, ses perceptions, sa force, sa santé, sa condition. Donc là, on peut voir avec le slide suivant que très vite, ces paramètres managériaux vont s'étoffer de plus en plus. Et donc, vous voyez cette liste-là qui date de 1914. Dès 1914, on estime qu'il faut comprendre et il faut prendre en compte toutes ces dimensions chez un individu. Donc là, vous avez des dimensions comme, par exemple, l'initiative, l'originalité, le sens de l'observation, le sens des responsabilités, la patience, le courage, le tempérament, ainsi de suite, ainsi de suite. Très vite, en fait, alors que Taylor s'intéressait essentiellement aux dimensions physiques, physiologiques du travail, très vite, les autres managers vont étoffer l'équation managériale de paramètres psychologiques et de paramètres plus symboliques. On peut peut-être passer voilà, au slide suivant, celui-là date de 1920, et on voit au centre du schéma le travailleur, et autour de lui tous les paramètres comme ça qu'il va falloir contrôler pour pleinement le mettre au travail. Donc que ce soit ce qu'il mange, que ce soit le repos qu'il prend, que ce soit l'air et la lumière dont il bénéficie, que ce soit ses conditions de vie, son éducation. Tout ça, maintenant, ce sont des paramètres de l'efficacité managériale. Donc, l'efficacité, le 4e principe, voilà, il n'y a pas d'image parce que c'est vraiment quelque chose de très symbolique. C'est le principe cardinal de la rationalité managériale, c'est l'efficacité, la productivité, la performance. Alors, typiquement que dans les entreprises familiales, la finalité était la cohésion familiale ou était la confiance mutuelle et la perpétuation de la famille. Dans les entreprises managériales, la finalité, c'est l'efficacité. Donc, ce n'est pas le profit. Les managers, souvent même, peuvent être en conflit avec les financiers, par exemple. La finalité, c'est rendre plus efficace. C'est vraiment une logique d'ingénieur. C'est comment régler une machine pour qu'elle soit la plus productive en utilisant le moins de ressources possible. Donc ça, on va le voir ensuite quand on va discuter, je pense, du New Public Management, que ce principe de performance, ce principe d'efficacité est devenu prépondérant aussi dans d'autres organisations, notamment au sein de l'État. Donc, tout au long du XXe siècle, cette logique managériale, qui a d'abord été codifiée au sein des entreprises, elle va sortir du cadre des entreprises et elle va être appliquée à d'autres organisations, d'autres réalités. Dès les années 1910, en fait, dès l'époque de Frederick Taylor, on voit ces principes, on voit ces 4 concepts être appliqués à l'État, à l'administration publique, donc ça on y reviendra, et aussi au management de soi. Donc ça peut paraître surprenant, mais très vite il y a des ménagères qui vont s'emparer de cette rationalité managériale et qui vont l'appliquer à la vie domestique. Donc, ils vont rationaliser le travail domestique, ils vont monitorer, contrôler la façon dont elles font le ménage, dont elles éduquent les enfants. Donc là, j'ai mis quelques slides pour vous montrer cela parce que c'est assez frappant en fait de voir comme cette rationalité managériale déborde de l'entreprise pour être appliquée aux individus. Donc là, typiquement, ça date de 2019. Donc, on voit que les techniques de management sont applicables aussi chez soi, sont applicables aussi avec vos enfants, vos voisins, votre conjoint. Ça devient une sorte de logique universelle qui répond à tous les problèmes. Donc, on voit dans le slide suivant que c'est appliqué de plus en plus par les individus pour se gérer eux-mêmes, gérer leur temps, se former, s'évaluer, se fixer des objectifs, et dans toutes les dimensions de leur vie, que ce soit par exemple pour rencontrer l'âme sœur, que ce soit pour perdre du poids, que ce soit pour arrêter de fumer, par exemple. On voit de plus en plus de manuels de coaching
qui vont appliquer la logique managériale, qui vont vraiment prendre les recettes du privé pour les appliquer à la vie privée. Donc là, le slide suivant, typiquement, voilà, c'est un inventaire de personnalité, donc ça permet de se mesurer soi-même, ça permet de se codifier et éventuellement de se fixer des objectifs en disant, voilà, j'ai un portefeuille de compétences où j'ai différents capitaux, j'ai un capital santé, j'ai un capital culturel, j'ai un capital social, et comment je vais investir dans mes différents capitaux. Il va falloir que je les mesure et ensuite je vais me fixer des objectifs avec des indicateurs qui sont liés. Donc, typiquement, voilà, vous avez aujourd'hui un coach comme Tony Robbins, qui est vraiment une célébrité aux États-Unis, qui est extrêmement connu et qui va appliquer la logique managériale, donc il va appeler ça le management de la vie. Il fait des systèmes de management de la vie et qui sont typiquement un plaquage de la logique managériale sur l'individu. Donc dans ce cadre-là, c'est d'autant moins surprenant de voir le management appliqué à quelque chose comme l'État et l'administration publique, puisqu'on voit quand même historiquement qu'il y a des liens de familiarité entre la bureaucratie publique et l'organisation d'une entreprise. Et donc, comme je vous le disais, dès le début du XXe siècle, il y a des consultants et des théoriciens qui vont appliquer les recettes du management à des municipalités, à des administrations publiques et à l'État américain. Et notamment au travail de certaines agences. Par exemple, sous le New Deal, il y a plusieurs agences qui vont appliquer cette logique. Mais ça reste assez peu théorisé, en fait. C'est assez peu structuré. C'est à partir des années 70. Ça, c'est un livre qui date de 1972, qui est un livre britannique, qu'on voit vraiment le concept de management être appliqué au gouvernement public. Donc ça, c'est un petit peu le livre, un des livres fondateurs du New Public Management, même s'il est beaucoup moins connu que le livre de Osborne et Gabler. Donc c'est le slide suivant, je crois. Voilà, voilà, ce livre, Reinventing Government, qui va être vraiment le livre, la Bible fondatrice du New Public Management, qui date de 1992 et qui va, à travers de très nombreuses études de cas, montrer comment on peut appliquer la logique entrepreneuriale au secteur public. Donc la particularité de ce livre, c'est qu'il ne s'agit pas seulement d'appliquer la logique managériale, mais aussi la logique marketing à l'État. Donc typiquement, on va mettre en avant les principes de contrôle, d'organisation, d'efficacité, mais on va aussi montrer qu'on peut faire entrer dans l'État des logiques de marché, qu'on va pouvoir mettre en concurrence, par exemple, des agences entre elles, qu'on va pouvoir traiter les citoyens comme des clients et donc essayer de mesurer la satisfaction de la clientèle. Et donc, il y a un mélange entre cette logique managériale et une logique marketing. Donc, on va le voir dans le slide suivant. Ça conduit à redéfinir les bases symboliques sur lesquelles fonctionnait l'État. Donc, typiquement, l'État, depuis le XVe siècle, s'est structuré comme un organisme qui rend la justice, qui est basé sur la loi. Le principe de l'État, c'est vraiment la loi, le juridique, le légal. Et là, dans cette nouvelle, avec le New Public Management, ce qui est mis en avant, c'est l'efficacité. On ne va pas demander est-ce que c'est juste de recueillir des réfugiés, par exemple, ou est-ce que c'est juste de mettre en place telle politique scolaire. On va se demander est-ce que c'est efficace. On ne va pas se demander est-ce que c'est légitime, on va se demander quels effets ça produit. Ce qu'on va essayer de mesurer, ce n'est pas est-ce que la décision est prise conformément à des principes, mais quels effets produit la décision. Typiquement, les lois vont être minorées au profit de normes et de standards qui vont être flexibles, qui vont être adaptés aux situations, qui vont être facilement modifiables, contrairement aux lois. Le principe de loyauté qui était très fort dans l'administration publique, de même que dans les entreprises familiales, va être supplanté par des indicateurs et des objectifs opérationnels. Donc on voit comme ça que la logique de l'entreprise
pas seulement la logique managériale, mais aussi la logique marketing, est appliquée à l'État. Donc aussi avec typiquement l'exemple des stratégies, on n'a plus de plans comme ça sur 5 ans, sur 10 ans, mais on va avoir des stratégies plus locales, plus agiles, plus flexibles. Il y a tout ce vocabulaire du management qui va pénétrer au sein de l'État. Donc là, je vous ai fait un peu une liste qui résume pour moi les principes du New Public Management. Donc comme je le disais, mise en concurrence, sous-traitance, les partenariats publics-privés, c'est l'idée que l'État n'est pas forcément le meilleur, le mieux placé pour accomplir les missions de service public, par exemple. La constitution d'agences semi-autonomes qui vont évaluer les services de l'État ou qui vont prendre en charge certaines de ces fonctions. La contractualisation des fonctionnaires, donc ça typiquement c'est pour permettre une meilleure malléabilité du corps des fonctionnaires pour justement pouvoir passer dans une logique managériale où on va pouvoir réorganiser facilement les organigrammes. C'est la mise en place de contrôles financiers et managériaux avec des indicateurs, là encore, la promotion au mérite et le benchmarking, même si le benchmarking n'est pas fondamental, j'aurais pu ne pas le mettre dans la liste. Donc pour moi, un des indicateurs de la prégnance de la rationalité managériale dans le champ public, c'est la prolifération du terme gouvernance. Donc en fait, mes recherches sur le management partent de là. Je ne m'intéressais pas du tout à la gestion il y a une quinzaine d'années, je ne savais pas ce que c'était, je n'avais jamais eu de cours de gestion, mais je m'intéressais à la gouvernance et quand je lisais des écrits sur le sujet, je n'arrêtais pas de tomber sur tout un lexique de gestion, on parlait de partenariat, de projet, d'objectifs, d'organisation, et donc j'ai commencé à lire des manuels de gestion pour comprendre ce que voulaient dire ces notions. Et en fait, j'ai retrouvé vraiment, je me suis retrouvé dans un univers très familier parce que, en fait, la gouvernance, c'est une façon de dire management dans la sphère publique. Le management, ça reste encore souvent un gros mot dans la sphère publique, donc on préfère parler de gouvernance, mais en fait, quand on étudie ce qu'il y a derrière ce terme, on retrouve les 4 principes d'organisation, de contrôle, de rationalisation et d'efficacité. Donc là, j'ai fait une liste de quelques définitions. Il y a à la fois des définitions, par exemple, de l'Union européenne ou des définitions de chercheurs en sciences politiques. Et on retrouve dans ces définitions vraiment le lexique et la rationalité du management. Donc on parle de gestion, on parle d'objectifs, on parle de prise de décision. Il y a le terme gestion qui revient vraiment très souvent. Évaluation, efficacité, management du système global. Donc, on a vraiment, là, avec cette notion de gouvernance, une sorte de marqueur de la prégnance de la rationalité managériale. Voilà, je vous remercie. Excusez-moi, je suis allé un peu vite. Voilà, on pourra peut-être prendre des questions ensuite. Mais voilà, c'est un très vaste sujet. Non, non, mais c'est super. Merci infiniment. C'est très éclairant sur des étapes. Nicolas, est-ce que tu veux répondre tout de suite ou tu as envie de peut-être de poser des questions ou il y a d'autres gens qui ont envie de poser des questions? Moi, j'ai juste une petite interrogation sur la place de la dimension religieuse et normative qui va un tout petit peu au-delà de la dimension juste familiale. Vous avez évoqué cette importance de la famille au début et les passages vers la réflexion effectivement sur sur l'efficacité, et non pas forcément sur les profits. Donc, dans quelle mesure ces processus a été quand même nourri ou légitimé par des réflexions religieuses? Évidemment, je fais allusion tout simplement à cette idée de l'éthique protestante derrière une certaine vision du monde, notamment capitaliste. Est-ce que c'est toujours pertinent pour vous ou pas? Alors, je pense que c'est peut-être plus pertinent pour parler de l'évolution du capitalisme que pour parler de l'évolution du management, parce que les théoriciens du management se veulent apolitiques et areligieux. Pour eux, ils se placent vraiment dans une autre sphère. Pour eux, la logique déterminante, c'est plutôt la logique ingénierie, de l'ingénierie, la logique de la machine. C'est vraiment leur point de référence. Et justement, pour eux, la logique familiale ou la logique religieuse ou la logique politique sont des freins
à l'efficacité. Ça entraîne l'individu à avoir des comportements irrationnels ou des comportements inefficaces. Donc, typiquement, quand on va recruter son beau-frère incompétent dans une entreprise, pour les managers, c'est vraiment, en tout cas pour les théoriciens du management, c'est vraiment scandaleux parce que c'est inefficace. Il ne faut pas recruter une personne parce qu'on a une proximité religieuse ou politique ou familiale, mais il faut recruter une personne parce qu'elle convient à un profil de poste, typiquement. Donc, dans les écrits que j'ai étudiés, il n'y avait vraiment aucune place qui était laissée à la question religieuse. Nicolas, tu voudrais dire quelque chose? Compléter effectivement, bonsoir à toutes et tous, compléter effectivement le panorama qui a été fait par Thibaut et rebondir précisément sur ce que vous venez de dire avec la question de l'apolitisme. Effectivement, c'est à mettre au cœur du projet du New Public Management, c'est que ces outils de gestion, ces dispositifs, en fait, sont drapés dans un apolitisme total et sont mis en forme avec une espèce de scientificité. C'est-à-dire que tous ces théoriciens du New Public Management mettent en avant le fait que ce qu'ils disent, c'est rationnel, c'est efficace, c'est efficient et que la science leur donne raison. Et c'est ça qui est aussi intéressant dans ce mouvement du New Public Management, c'est que il détourne en fait la science et certains travaux scientifiques. Il détourne aussi la question du chiffre pour la mettre en fait dans une espèce de cocon de neutralité qui fait que tout ça n'est pas attaquable. Puisque l'indicateur, puisque la méthode, le dispositif nous dit qu'il faut faire comme ça, il faut faire comme cela. Et c'est vrai que cette espèce de pilotage aussi automatique qui est mis en avant par le New Public Management va séduire en fait le champ politique. Et c'est ce qu'on, effectivement, quand on fait, si je peux, je ne sais pas si Anna, je peux prolonger un peu ce que je dis, si on fait effectivement la généalogie du New Public Management, le New Public Management arrive dans les années 1980, notamment avec Thatcher au Royaume-Uni, avec Reagan aux États-Unis, notamment Reagan, qui a cette phrase « l'État est plus le problème que la solution ». Et on est dans une période de le chômage de masse commence à arriver, la crise des finances publiques, la défiance à l'endroit de l'État, c'est ce que Rosan Vallon théorise en disant c'est la crise de l'État-providence. Il y a une défiance à l'endroit de la chose publique qui fait que des femmes et des hommes politiques vont essayer de trouver en fait des recettes pour essayer de recoller avec les citoyennes et les citoyens, et des femmes et des hommes politiques qui vont essayer aussi d'essayer de surfer sur une autre image, et notamment une image empreinte de modernité. On utilise un autre discours, des outils, des dispositifs qui viennent d'ailleurs. Donc, c'est aussi dans cela qu'il faut réencastrer en fait le New Public Management. C'est une crise de défiance à l'endroit de la chose publique, des femmes et des hommes politiques qui cherchent des solutions pour essayer de parer, en tout cas de trouver des palliatifs, des palliatifs. Et effectivement, dans tout ce que vous avez brossé, Thibaut, et dans ce que vous dites sur l'émergence effectivement du management au début du XXe siècle, quand on parle d'efficacité, de contrôle, d'organisation, de rationalisation, tout ça après va se transporter dans le secteur public. Et c'est intéressant effectivement de voir quelles ont été les abeilles butineuses qui ont finalement transporté tout cela dans les organisations publiques.
Alors, effectivement, il y a des ouvrages au Royaume-Uni, aux États-Unis qui ont posé des principes fondateurs. Il y a aussi le rôle des organisations internationales qui ont joué en fait dans cet import-export de méthodes, notamment une organisation comme l'OCDE, l'Organisation de coopération et de développement économique, qui a été précisément au cœur en fait de l'importation des méthodes du secteur privé dans le secteur public. Et en le faisant d'une manière assez efficace, c'est-à-dire que bon, l'OCDE, c'est une espèce de, si je résume, c'est une espèce de super think tank qui regarde un peu ce qui se passe à l'échelle de la planète, qui identifie ce qu'elle estime être des bonnes pratiques, puisque aussi dans le langage autour du New Public Management, vous parliez de gouvernance, mais il y a aussi cette chose autour des bonnes pratiques. Et l'OCDE identifie ce qu'elle estime être des bonnes pratiques et qu'elle veut voir importer dans d'autres pays. Et il va y avoir tout ce travail, en fait, dans les années 70 à l'OCDE avec la création d'un comité qui va s'appeler le comité PUMA pour Public Management. Ce comité PUMA qui va, en fait, essayer de repérer ce que font les États en matière de contrôle, de gestion, d'évaluation, en décernant des labels, en poussant certaines pratiques pour aller effectivement vers ce modèle qu'est le New Public Management. Et le New Public Management, si on le définit rapidement, d'ailleurs, il est difficile de le définir simplement et rapidement, puisqu'en fait, le New Public Management, et on retrouve ça notamment dans les travaux de Christopher Wood et d'autres, c'est le New Public Management, en fait, c'est un puzzle doctrinal. C'est-à-dire qu'il y a plusieurs New Public Management. Il n'y a pas un New Public Management. Il y a des New Public Management qui vont, en fonction des contextes culturels, politiques, géographiques des pays, vont se déployer. Mais le New Public Management dit une chose, en fait, qui est un peu son fondement, c'est les méthodes du secteur privé sont plus efficaces que celles du secteur public. Il faut donc importer ces méthodes dans le fonctionnement des organisations publiques, parce que ça va leur permettre, et c'est un des concepts aussi qui est au cœur du New Public Management, ça va leur permettre d'être plus performants. Et c'est vrai que cette question de la performance, quand vous parlez liée effectivement de la performance dans toutes nos sphères en fait, d'activité, qu'elles soient professionnelles, personnelles, intimes, et effectivement, le New Public Management va pousser en fait, ce concept de performance. C'est l'individu entrepreneur de lui-même, qu'on retrouve chez Foucault dans ses cours au Collège de France sur le néolibéralisme, quand il dit il faut que le néolibéralisme en fait met en avant l'idée que chaque individu est entrepreneur de lui-même et chaque individu est en compétition avec d'autres individus et donc en compétition et en comparaison. Et donc, effectivement, ce New Public Management qui se développe dans les années 1980, qui va se greffer sur une crise un début de crise démocratique, un début de crise économique, va, via les organisations internationales, trouver une caisse de résonance en fait, formidable pour se déployer à l'échelle de la planète. Et à partir des années 1980, effectivement, on voit le New Public Management arriver dans les administrations publiques. Il va y avoir des phénomènes de résistance, des réticences quant à son adoption. Certains pays vont partir très vite en fait, dans le New Public Management. C'est le cas de l'Australie, du Royaume-Uni, bien entendu, des États-Unis, du Canada. D'autres vont résister, et c'est le cas notamment de la France, ce que montrent très bien notamment les travaux d'un sociologue qui s'appelle Philippe Bezès, qui montre en fait comment la France est acclimatée aussi au New Public Management à partir des années 2000. Et il montre, Philippe Bezès notamment, pourquoi la France en fait, a adopté le New Public Management. C'est parce que les élites administratives ont été convaincues. Alors, je vous passe les réseaux d'acteurs, je vous passe tous les jeux qui se sont mis en place à ce moment-là. Mais en fait, Philippe Bezès dit la France bascule dans le New Public Management
à partir des années 2000, c'est les audits de modernité, de modernisation, pardon, de Jean-François Copé en 2003. C'est après la révision générale des politiques publiques de Sarkozy vers 2008. Mais il nous dit, Philippe Euzès, que la France bascule parce que les élites politico-administratives, et notamment les grands corps de l'État, vont utiliser le New Public Management pour asseoir leur légitimité dans les organisations publiques et dans les administrations, pour garder le contrôle en fait, sur le mouvement qui est en train de se déployer, pour résister, et vous l'avez rapidement évoqué, à certains acteurs que l'on voit arriver dans les administrations, que sont les consultants. Parce qu'effectivement, à partir des années 90, à partir des années 2000, ça s'amplifie dans les années 2000, vont arriver des cabinets de conseil qui vendent du prêt-à-penser tout fait à des acteurs publics qui sont en recherche en fait parfois de gadgets ou de solutions pour mieux gouverner. Et cette question fait aussi de comment on gouverne mieux, des acteurs qui sont très séduisants pour ces acteurs publics. Et vous avez notamment un chercheur canadien, un politiste qui s'appelle Denis Saint-Martin, qui a montré en fait comment, dans le cadre d'un discours sur la réforme de l'État, et regarde ça de manière comparative, comment, avec le discours sur la réforme de l'État, il faut réformer, parce qu'il faut être moderne, et quand on fait de la politique, il y a cette question d'être moderne et toujours plus moderne. Denis Saint-Martin explique comment les consultants ont envahi les acteurs publics, les collectivités territoriales en France notamment, avec ce mouvement de décentralisation qui fait que dans les années 80, on a des acteurs publics, des régions, des départements qui se voient de plus en plus dotés de compétences, mais qui ne savent pas comment faire, qui n'ont pas d'élite propres administratifs qui sont capables de suivre tout cela, et comment les consultants en fait, progressivement vont capter tout cela pour offrir des services, pour conquérir des parts, des parts de marché. Donc, et voyant cela, les hauts fonctionnaires et les grands corps de l'État, dans un phénomène de résistance et de survie, vont effectivement s'embarquer progressivement dans le New Public Management pour garder la main. En tout cas, c'est ça pour le cas français qui était un peu plus tardif dans l'adoption des théories du New Public Management et de tous ces outils dont on parle. Donc, c'est intéressant effectivement de regarder les acteurs qui ont fait circuler cette idée de New Public Management, parce que là, on est face à quelque chose qui est effectivement une espèce de paradigme qui apparaît et qui va devenir vraiment dominant à l'échelle planétaire, qui va devenir une espèce de vérité, puisque le New Public Management va essayer va construire son propre régime de vérité. Je suis la vérité. Et effectivement, les administrations publiques doivent être plus efficaces, doivent être plus efficientes, doivent être plus performantes. Et si vous êtes contre cela, en fait, c'est que vous n'avez pas compris, en fait, c'est que vous n'avez pas compris le fonctionnement du monde. Et c'est intéressant de voir tous les ressorts qui sont utilisés par les promoteurs du New Public Management. La scientificité, notamment avec les ouvrages et la littérature grise dont vous parliez, les écoles de management, et c'est ce que montre très bien Chiapello et Boltanski dans le nouvel esprit du capitalisme. C'est comment aussi l'arrivée des écoles de management, de professeurs qui vont s'installer, qui vont produire de la littérature grise, toute une littérature en management, en gestion, vont permettre en fait à ce New Public Management de trouver une légitimité, qui trouve un écho avec les organisations internationales, qui trouve une réception dans les administrations avec les grands corps de l'État et qui progressivement, effectivement, va s'étendre dans un moment où la question de la mesure, du chiffre, ce que montrent très bien les sociologues de la quantification, cette question va devenir omniprésente dans nos vies. Donc, il faut évaluer,
il faut se comparer, donc la question du benchmarking qui devient aussi et là, je suis moins d'accord avec vous sur, quand vous disiez le benchmarking, je ne sais plus comment vous l'avez formulé, mais vous disiez le benchmarking, bon, c'est un aspect un peu plus mineur, je ne veux pas corrompre vos propos, mais est un aspect un peu plus mineur. Je trouve qu'en fait, c'est un aspect quand même important parce que cette technique de gouvernement qu'est le benchmarking, le fait de comparer des situations, de mettre en compétition, est vraiment au cœur du projet du New Public Management. C'est qu'on met en compétition des acteurs publics, des acteurs privés. Si on prend par exemple l'exemple de PISA, du classement de PISA, donc sur la performance des systèmes éducatifs. Chaque année, on a ce classement PISA, on voit les pays asiatiques devant la France à la traîne, et à chaque fois, on a un ministre, un homme politique ou une femme politique qui nous dit « Bon, vous voyez, on est quand même nul, on est 32e dans le classement, donc il faut réformer, il faut couper dans les effectifs, il faut transformer les programmes. » Et je trouve que le pouvoir performatif de tous ces tableaux, de tous ces classements, de toutes ces comparaisons est vraiment très puissant. Donc, effectivement, c'est ce qu'on essaye de montrer dans l'ouvrage dont tu parlais, Anna, il y a quelques instants. Alors, je suis désolé, je n'ai pas fait de présentation comme Thibaut, donc j'ai juste l'ouvrage comme ça qui s'appelle « En finir avec le New Public Management » que vous pouvez trouver en accès libre en plus sur Internet. Dans « En finir avec le New Public Management », en fait, on essaye de montrer effectivement tout ce mouvement, le fait que le New Public Management est pluriel, qu'il y a des acteurs qui sont centraux dans sa diffusion, qu'il y a des phénomènes de résistance. Il ne faut pas croire que ça s'est passé facilement partout, que certains pays essayent de développer des espèces de résistance ou d'autres modèles. Pour l'instant, ça fonctionne peu, mais il y a des choses qui essayent de se mettre en place, et avec un vrai questionnement autour de la performance, de cette notion qui est vraiment centrale dans le New Public Management. Ce que je voudrais dire aussi, et c'est peut-être pour revenir sur quelque chose qui est souvent une évidence, on dit le New Public Management, les néolibéraux, puisque en fait le New Public Management est une version du néolibéralisme appliqué aux organisations publiques, avec l'idée qu'il faut laisser davantage de place au marché, à la concurrence. Vous disiez Thibaut. On dit souvent les néolibéraux n'aiment pas l'État. Mais en fait, ils aiment l'État. Ils aiment l'État dans la mesure où ils peuvent utiliser les cadres de l'État pour servir des intérêts privés. Et ça, c'est notamment montré par Galbraith dans l'État prédateur, c'est que les néolibéraux, effectivement, vont utiliser, et contrairement aux libéraux qui disent il faut laisser faire le marché, les néolibéraux disent il faut utiliser l'État, les structures de l'État, pour permettre au marché d'être le plus efficient et le plus performant possible. Donc, on va utiliser les possibilités de l'État, on va le vider pour développer nos intérêts privés. Et du coup, l'intérêt public, la chose publique est captée par des intérêts privés. Et ça va entraîner le développement effectivement de certains types de dispositifs, d'outils de gestion. Vous parliez des partenariats publics-privés, etc. Donc, on a quand même le sentiment que l'État est vidé de sa substance, mais que l'État est utilisé par les néolibéraux. Et ça, c'est intéressant à noter parce qu'effectivement, généralement, on dit bon, les néolibéraux détestent l'État, ils ne veulent pas d'État, ils veulent s'organiser autrement. Et c'est pour ça que je voulais citer ce travail, parce qu'il est assez lumineux et éclairant, le travail de Galbraith, sur ce qu'il appelle l'État prédateur. L'État prédateur.
Donc voilà, donc on essaye dans cet ouvrage collectif de déconstruire un peu ce qu'est le New Public Management, de voir comment certains ont été convertis, les outils au fait aussi qui sont utilisés en fonction des pays. Vous parliez effectivement de la place des indicateurs, du chiffre, des dispositifs d'évaluation. Effectivement, l'évaluation des politiques publiques dans les années 90 va devenir une solution miracle à l'échelle de la planète. Et chaque homme politique, et regardez, en tout cas, si on prend les 3 derniers présidents de la République, Sarkozy, Hollande et Macron, chacun a un discours sur l'évaluation des politiques publiques. Il faut évaluer, il faut rendre des comptes avec ce discours autour de l'accountability. Il faut rendre des comptes, il faut mesurer notre action. Et chacun, selon avec des variations, et d'ailleurs qui sont assez faibles, vont porter un discours autour de l'évaluation des politiques publiques. Et c'est assez intéressant de voir cette convergence politique vers le New Public Management. Parce que ça, c'est aussi intéressant à noter et peut-être à déconstruire, c'est qu'on dit souvent le New Public Management, c'est un truc de droite, de gens qui veulent détricoter l'État et annihiler toute forme d'action publique. Si on regarde plus précisément la généalogie du New Public Management, on verra, et d'ailleurs les travaux notamment d'économistes comme Amable et d'autres montrent en fait que la gauche en France, en l'espèce, a embrayé et a suivi le mouvement en fait du New Public Management. C'est-à-dire qu'il y a eu cette idée par un moment qu'il fallait faire davantage de place au marché, que la fonction publique, il fallait plus d'agilité, que toute cette masse, cette fonction publique, il fallait l'ouvrir, vous l'avez dit tout à l'heure, la rendre plus malléable, que le concours était peut-être et que les concours n'étaient peut-être pas la solution. Donc, on voit aussi avec ce New Public Management, parce qu'il s'est drapé dans un apolitisme autour de la scientificité, que les différents courants politiques ont suivi cette voie. Et ça, c'est aussi intéressant à noter. C'est-à-dire qu'il y a une espèce de convergence politique aussi autour de l'idée que finalement, le New Public Management est la solution. En tout cas, est la solution dans ce moment de crise économique et démocratique. Voilà, rapidement, c'était pour compléter, beaucoup de choses qui ont été dites par Thibaut et sur la généalogie, mais peut-être un peu plus compléter sur le New Public Management. Très bien. Je te laisse la parole, mais je vous redonne à tous les deux la parole comme vous voulez. Mais j'ai vraiment envie de vous poser une question qui est pour moi complètement incompréhensible. C'est-à-dire, il y a un moment que je ne comprends pas dans cette histoire. Dites-moi où je me trompe. Donc, Thibaut, vous dites que ça commence avec… évidemment, tout le monde est invité à poser des questions sur le chat, etc. On est là pour discuter. La partie officielle et on a un sens terminé. Et là, on va continuer avec la discussion. Et je vois déjà une question d'Alix que bon, OK, je pose la mienne. Je profite de mon rôle. Donc, Thibaut, vous nous parlez de la famille et des choses comme ça. Et donc, ça, c'est un cadre traditionnel. Et ce cadre traditionnel est abandonné au profit donc, de quelque chose qui devient complètement mécanisé. Donc, pour moi, le modèle familial, il appartient à une vieille tradition libérale. Dites-moi si je me trompe. Et maintenant, de toute évidence, et là je suis Nicolas tout à fait, le modèle managérial extrême, il n'appartient plus du tout au cadre libéral et ce n'est même pas une version perverse du fonctionnement du libéralisme.
ça appartient au néolibéralisme avec tout ce qu'il implique. Donc là, je vais me permettre juste de partager avec vous mais quelque chose que Nicolas, de toute façon, non, c'est pas du tout ça, que Nicolas a suggéré, qu'effectivement, le néolibéralisme n'est pas juste une version radicale ou nouvelle du libéralisme. Le néolibéralisme est une négation du libéralisme, hein, en un sens. Là, Nicolas, tu as parlé du rôle de l'État. Donc, déjà, au niveau du rôle de l'État, c'est important, mais ça ne vient pas de l'État. Je pense que la source de cette différence, et c'est Philippe Mirowski que je suis sur ces points, la source de cette différence, c'est l'anthropologie, c'est la conception de l'homme. Et là, je vais citer Mirowski 3 secondes, je vous redonne la parole. La philosophie néolibérale développée depuis les années 40, est en rupture avec la tradition libérale. Les néolibéraux ont séparé la liberté de l'autonomie et de l'autodétermination consciente. Les mouvements décisifs fut d'instiller les doutes sur le fait que les gens soient légitimement en mesure de dire qu'ils sont libres. C'est le marché qui devient juge de la fiabilité de nos connaissances. Les anciennes tentatives visant à compenser une telle faiblesse cognitive grâce au système éducatif, aux bibliothèques publiques et aux moyens de diffusion soutenus par l'État ont dû être démantelées et remplacées par des projets privés permettant un enrichissement rapide. Donc, c'est vraiment une vision de l'homme qui a changé. Donc, l'homme à qui on faisait confiance autrefois devient quelqu'un de fondamentalement incapable qu'il faut diriger, qu'il faut manipuler avec la propagande qui est née exactement au même moment que… C'est pour ça que je vous ai posé la question, Thibaut, au sujet de la date des manuels dont vous parlez. C'est l'époque de la naissance de la propagande, quand même, avec Édouard Bernays et tout ça. Donc, nous entrons vraiment dans une nouvelle ère. Et je me demande dans quelle mesure ça a été… c'est-à-dire, ça a été conscient, c'est-à-dire… Ouais. Quand est-ce que le passage de la réflexion sur l'efficacité au sein des familles, au sein des entreprises familiales, est intrinsèquement lié vers la nouvelle forme? Est-ce que ce passage est lié vraiment à ce passage vers le néolibéralisme, vers une nouvelle conception de l'homme qui apparaît autour de la Grande Dépression, en gros, un tout petit peu avant peut-être aussi. Donc pour moi, ce sont vraiment des questions anthropologiques fondamentales qui nous permettraient, je crois, vraiment approfondir ces questions. Donc je vous redonne la parole. Thibaut et Nicolas, comme vous voulez. Ensuite, je ouvre les autres questions. Oui, vas-y Nicolas, si tu veux répondre. Je vous ai mis dans… Ouais, j'avoue que j'ai pas beaucoup de… j'ai pas beaucoup d'éléments de réponse. Thibaut, si… Ok, bon, moi je peux répondre si vous voulez. Il y a deux questions différentes. Il y a la question du rapport entre la logique familiale et la logique managériale, et la question du rapport entre, en gros, management et capitalisme. Donc, le management, il s'est constitué par opposition à la logique familiale. Jusqu'à la fin du 19e siècle, les entreprises étaient gouvernées comme des familles. C'était vraiment la logique familiale où les entreprises s'appelaient des maisons. Donc, on a encore cette expression quand on dit maison fondée en ou maison d'édition, par exemple. Le foyer du dirigeant était souvent collé à l'usine, par exemple. Il y avait vraiment une tradition paternaliste où le patron, qui vient du pater, c'est le père, le patron d'entreprise allait participer au mariage des employés, il allait même arranger certains mariages entre employés. La famille servait à lever des capitaux, mais la famille servait aussi pour les ouvriers à trouver du travail, elle servait aussi de moyen de sécurité sociale pour les ouvriers, elle servait de biais de formation. Donc par exemple, un ouvrier pouvait faire venir des neveux, des frères, des sœurs et les former au sein d'une entreprise. Donc, le management va s'opposer à ça et va dire il faut casser tout ça. Il faut passer d'une logique informelle, personnalisée, à une logique formelle et impersonnelle. Il faut dépersonnaliser les relations de travail parce que c'est ça qui empêche la pleine efficacité, parce qu'on va recruter des gens incompétents, parce qu'on va
pas chercher l'efficacité, on va chercher la cohésion familiale, on va chercher à préserver la confiance, par exemple. Et donc, la logique familiale fait obstacle au déploiement de la logique managériale. Donc, il faut s'opposer à cette Donc la notion logique. d'efficacité n'apparaît pas du tout dans le contexte familial, c'est ça? Parce que ma Non, suggestion, non, ouais, d'accord. Parce qu'il n'y non, a non, pas. dans le contexte familial, la finalité, c'est préserver la cellule familiale. Et donc, on va recruter typiquement le cousin qui est incompétent, mais voilà, c'est le cousin, on lui fait confiance, il fait partie de la famille, on lui trouvera bien une place. C'est pas du tout la logique managériale de dire, voilà, on a un profil de poste, quelle est la personne la plus compétente? Et au contraire, le népotisme va être combattu et on va dire, il faut surtout pas recruter le cousin parce que là, voilà, on va se faire allumer, c'est du favoritisme, c'est pas rationnel. Donc voilà, par rapport à l'articulation famille-management, voilà comment je le poserais. Par rapport aux relations entre management et néolibéralisme ou management et capitalisme, euh, je, pour moi, il y a une concomitance, c'est évident. Après, je ne sais pas s'il y a une relation de causalité. Ce qui est évident, c'est qu'à partir du début du 19e siècle, il y a une nouvelle institution qui apparaît et qui gagne en force au sein des démocraties occidentales, qui est l'entreprise. Et l'entreprise est le foyer de plusieurs logiques. Donc, il y a la logique managériale, on l'a vu, mais il va y avoir une logique financière aussi, il va y avoir une logique marketing. Donc, par exemple, vous parliez de Bernays, des relations publiques, ça typiquement, c'est une logique marketing. C'est de dire, il va falloir manipuler l'opinion, il va falloir présenter, vendre un produit, séduire une clientèle, cibler un public pour faire passer des idées. C'est une logique très différente de la logique managériale. C'est la logique de la distribution, la logique du marketing. Mon prochain livre, c'est justement l'histoire de cette rationalité marketing. Et il n'y a pas de lien entre ces communautés. Taylor se désintéresse complètement du marketing, ça ne l'intéresse pas. Et les personnes qui vont formuler la rationalité marketing s'intéressent au management, mais uniquement parce qu'il y a du prestige, parce que les managers comme Taylor sont très connus et sont très réputés. Et donc, ils vont se draper un peu dans la rationalité managériale pour, pour bénéficier d'un effet de halo, mais il n'y a pas de lien entre ces deux logiques. Et le management et le capitalisme sont deux logiques différentes. C'est justement pour cette raison que le New Public Management, par exemple, existe. C'est que si le management était consubstantiellement lié au capitalisme, on n'aurait pas du management dans les écoles ou du management à l'hôpital ou du management de soi, du management pour perdre du poids, par exemple. Le management fonctionne sur une logique différente de celle du capitalisme, de la logique marchande. Le principe de la logique marchande, c'est le capital, la propriété, c'est l'échange, c'est le profit. Et les managers ne se reconnaissent pas dans cette logique-là. Justement, eux, ils disent, jusqu'à maintenant, les entreprises ont été possédées et dirigées par leurs propriétaires, mais en fait, elles devraient être dirigées par les managers. Ce n'est pas parce qu'on possède une entreprise qu'on est un bon manager. La propriété ne devrait pas être le fondement de l'autorité. C'est la connaissance rationnelle, c'est la productivité, c'est le contrôle, la capacité organisée, c'est ça qui doit être le fondement de l'autorité et non pas la possession du capital, la propriété de l'entreprise. Donc il y a même un conflit en fait entre la logique managériale et la logique capitaliste. Donc la logique néolibérale qui consiste à dire il faut généraliser le modèle du marché et il faut mettre l'État au service du marché, comme l'a bien rappelé Nicolas, c'est une logique qui est vraiment différente de la logique managériale, qui repose vraiment sur le principe que le marché va pouvoir permettre de résoudre des problèmes d'asymétrie d'information, des problèmes d'organisation extrêmement complexes. Et justement, les néolibéraux disent qu'il ne faut pas qu'il y ait un manager suprême, il ne faut pas que la société soit planifiée. C'est leur grand cauchemar. Ils disent qu'il ne faut pas manager la société. La société va s'auto-organiser. On va généraliser le marché. Les gens vont être des entrepreneurs, vont être tantôt acheteurs, tantôt vendeurs. Et comme les milliards de transactions spontanées vont arriver à un état d'équilibre naturellement, sans grand planificateur central, sans qu'il y ait justement un manager qui organise la société. Donc, je pense que c'est un cadre, un référentiel, un cadre théorique qui est très différent dans le cas du néolibéralisme et du management.
Super, merci beaucoup pour cet éclairage-là. C'est vraiment... Mais ils se marient très bien aussi. Donc, typiquement, au sein de l'entreprise, on voit la logique marchande et la logique managériale qui se marient à merveille. Évidemment, une entreprise qui est très productive, qui est très efficace, va faire logiquement plus de profit. Donc, il y a une alliance au sein des entreprises entre les propriétaires capitalistes et les managers pour faire de l'entreprise une institution extrêmement puissante et une institution qui aujourd'hui est devenue plus puissante encore que l'État. Merci, non, c'est vraiment très éclairant. Mais du coup, ça va un tout petit peu... oui, là, il y a une mini tension, parce que si ce que vous avez dit, c'est que ça montre que cette logique est beaucoup plus proche vraiment du libéralisme en un sens quand même classique, non pas dans sa version vertueuse, mais dans sa version vicieuse et scientiste à outrance, mais quand même avec cette foi en la rationalité, alors que le néolibéralisme n'a pas cette foi. Il y a quand même cette différence qui me paraît assez essentielle. Non, c'est fascinant. Merci vraiment pour ces éclairages. Donc, une petite question sur le chat. On voit de plus en plus la terminologie d'accompagnement. Le fait de parler en termes d'accompagnement traduit-il un changement de cap dans la gouvernance? Est-ce que cette question vous inspire? Moi, je ne saurais pas répondre. Donc, En fait, cette question pose la question des mots et de la place des mots et du champ lexical, en fait, qui est embarqué par le New Public Management. Je ne suis pas sûr que l'utilisation du terme accompagnement traduise quelque chose en l'espèce, sauf que l'utilisation de ce mot est embarquée dans quelque chose d'un peu plus vaste et qui est le champ lexical qu'utilisent les promoteurs du New Public Management pour porter leurs réformes, pour gommer aussi le caractère néfaste, en tout cas de ce qui peut apparaître comme néfaste de leurs réformes. Quand on disait tout à l'heure, le New Public Management se drape dans l'apolitisme, la scientificité, il se drape aussi dans un champ lexical autour de l'innovation, de la bienveillance, tous ces mots valises, fourre-tout, qui sont utilisés à tout bout de champ et dans toutes les sphères, dans toutes les sphères politiques, administratives, professionnelles ou personnelles. Donc, en fait, ce qui est intéressant, c'est précisément de regarder les mots qui sont utilisés, et le pouvoir de ces mots pour imposer le New Public Management, pour l'adoucir, pour le polir et pour le rendre plus acceptable, puisque l'idée, c'est aussi de travailler sur l'acceptabilité des dispositifs, des mesures, des décisions. Donc, cette terminologie est illustrative de cela. Effectivement, accompagnement, c'est un peu plus doux et entendable que licenciement ou que non-remplacement d'un fonctionnaire sur 2 ou sur 3. Donc, voilà, je ne suis pas persuadé que ce soit un changement de cap, mais accompagnement, au même titre que gouvernance, et Thibault le rappelait, ce sont effectivement des mots fourre-tout, des mots qui permettent aussi à chacun de pouvoir les doter d'une charge plus ou moins spécifique. merci beaucoup pour cette précision. Thibault, vous voulez ajouter quelque chose éventuellement? Non. D'accord. Alix, allez-y. Vous voulez poser une question? Oui. Voilà. Je vous remercie pour votre exposé qui était bien clair et qui m'a donné un bon aperçu général et historique. Je voulais juste d'abord peut-être faire une parenthèse. Je voulais vous demander si vous aviez étudié un peu les origines nazies du management
comme Johan Chapoutot l'a fait dans son livre, parce que bon, c'est pas relié directement à notre thème, mais je trouve que c'est assez intéressant comme parenthèse historique. Et ma question était plutôt de savoir comment est-ce que on pourrait faire pour justement échapper à cette illusion de l'apolitisme et de la scientificité dans laquelle se drape le New Public Management, pour faire en sorte que, au niveau individuel comme au niveau politique, on puisse faire comprendre aux élites politiques qu'il y a certains domaines de la vie qui échappent, qui doivent échapper à des logiques financières ou économiques, comme l'enseignement, la santé, et des choses. Il y a des choses des secteurs de nos vies qui doivent être complètement décolonisés de cette pensée économiciste omniprésente. Alors peut-être, j'aime bien quand on expose les problèmes clairement, et ensuite je suis un peu désemparée, alors j'aimerais bien aller vers les solutions. Donc, je suis très heureuse de vous annoncer que Thibault Le Texier a des choses à dire au sujet des origines nazies du management. Ouais. Nicolas, tu voulais donner des réponses optimistes, c'est ça? Vas-y. Non, je suis pas. Si, dans un deuxième temps, mais surtout passer la parole à Thibault, parce que je pense qu'effectivement le lien avec Chapoutot, le management, c'est plutôt ton registre. Puis je viendrai plutôt sur les solutions, les lucioles, les lueurs d'espoir, ce qui peut être, Très bien. ce qui peut être proposé dans un deuxième temps. Thibault, vous voulez que j'enregistre ou que j'arrête l'enregistrement? Non, au contraire. J'ai écrit sur le livre de Johan Chapoutot. Peut-être que Anna pourra vous envoyer ma note de lecture. Je pense que c'est un livre idéologique et vraiment très mal fait, et qui est un livre de propagande, là, pour le coup. Il n'y a pas d'origine nazie du management. Et c'est un coup éditorial, ce livre. Donc il a bénéficié d'énormément de publicité, mais d'un point de vue historique, scientifique, c'est quelque chose qu'on peut mettre à la poubelle. Voilà. Pour ce qui est de la dépolitisation du New Public Management, oui, je crois que c'est... Moi, ce que j'ai trouvé intéressant quand j'ai étudié, c'est de voir qu'il y avait des acteurs qui dépolitisaient la politique malgré eux, en quelque sorte. Une des premières institutions internationales à parler de gouvernance, par exemple, ça a été la Banque mondiale, qui très tôt s'est rendu compte qu'en fait, les projets de réforme des marchés, les projets de réforme économique qui étaient menés dans les pays en développement ne pouvaient fonctionner que s'il y avait aussi une réforme de l'État. Mais le mandat de la Banque mondiale lui interdit de prendre parti dans les questions politiques, de faire de la politique. Et donc, elle est allée pêcher ce concept de gouvernance pour dire, voilà, on ne fait pas de la politique, ce qu'on fait, c'est de la gouvernance. Donc, on s'intéresse à l'état de droit, on s'intéresse à la réforme des institutions, mais ce n'est pas de la politique, c'est de la gouvernance. Et donc, ça a contribué comme ça à dépolitiser la question. Mais il n'y avait pas moi, je ne le mettrais pas, il n'y avait pas une stratégie forcément néolibérale derrière. C'était vraiment l'idée de comment on peut contourner une limite dans nos statuts. Et donc, évidemment, oui, face à ça, il faut toujours rappeler que voilà, la question de l'éducation, la question de la santé, la question même de l'organisation du travail, ce sont des questions politiques, et qu'il ne faut pas que les réformes se fassent au détriment de la justice, de la démocratie. Et il faut que le management soit au service de la démocratie et non la démocratie au service du management, comme c'est souvent le cas aujourd'hui. De plus en plus, l'efficacité devient une fin en soi. Et on ne se pose plus la question des réelles finalités politiques en fait, qu'on veut. On se dit juste qu'il faut être productif, il faut être efficace, mais efficace pourquoi au fond? Qu'est-ce qu'on veut produire? Quel type de société on veut faire? Et il ne faut pas que ces questions-là soient évacuées par le simple débat sur les moyens, sur les indicateurs, sur les budgets, les montants. Mais c'est là où je pense que cette notion d'efficacité a une histoire qui mérite d'être davantage découverte. Et là, j'ai du mal à me débarrasser de cette idée du religieux, au sens
au sens vraiment où le protestantisme a une certaine vision du monde, où l'oisiveté est considérée comme absolument à proscrire. Et quand on parle des aspects scientifiques de ces pratiques managériales, très bien, la science est utilisée de façon instrumentale. On utilise des résultats de différentes sciences pour faire marcher la machine. Mais l'objectif de la machine, c'est celui que vous venez de mettre en cause. Cet objectif, lui, il est transcendant, il vient d'au-delà. Le fait de devoir être efficace, le fait de devoir justifier sa vie par un travail, c'est une valeur assez particulière d'une culture particulière. Et cette culture est une culture religieuse. Mais voilà, donc pardon pour mes obsessions. Nicolas, oui, Thibaut, si vous voulez répondre, n'hésitez pas. Oui, très brièvement. Je pense vraiment au contraire qu'il y a une quête profonde d'immanence dans le management, de dire, voyons, vraiment au niveau, soyons des techniciens, ne faisons pas de politique, d'idéologie, voyons vraiment comment ça marche par A plus B et comment rendre les choses plus efficaces et ne nous soucions pas des fins. Ce qui fait que le management peut être appliqué à des crèches, à des hôpitaux, à des camps de concentration, à l'État. Au fond, peu importe, puisque ce qui compte, c'est uniquement d'être efficace et d'améliorer l'utilisation des ressources. Oui, mais de nouveau, la naturalité de cette notion d'efficacité, elle est aussi forte et aussi ancrée dans une culture particulière que la naturalité d'une famille hétérosexuelle à deux personnes. Donc, il y a une évidence qui n'est jamais prouvée. Donc, personne ne va dire que, je veux dire, aucun des managers que je pouvais rencontrer dans ma vie, il n'était pas homophobe en vertu des valeurs religieuses. Il était homophobe en vertu de la naturalité, de l'évidence de la famille hétérosexuelle. Donc, je pense que l'efficacité est devenue une valeur immanente, mais elle ne vient pas de nulle part, elle a été injectée à un moment de l'histoire. Mais c'est évidemment, eux, ils ne font pas du tout référence à cela, je suis absolument d'accord. Mais bon, ça c'est... Nicolas, est-ce que tu as envie de dire quelque chose de sympa à Alix? Tu me laisses le rôle de l'optimiste. Bon, ça va être perdu, hein. Non, pour répondre à Alix et pour compléter juste à titre liminaire la critique faite par Thibaut du livre de Chapoutot, le co-auteur de l'ouvrage collectif, donc En finir avec le New Public Management, son co-auteur Marcel Guenoun, a fait aussi une déconstruction. Alors lui, il est spécialiste de sciences de gestion. C'est un spécialiste de sciences de gestion, et il a aussi détricoté ça pour montrer effectivement ce que dit Thibaut, l'espèce de coup éditorial et d'amalgame un peu grossier, non fondé qui ont été formulés dans ce livre. Donc, pour prolonger l'analyse de Thibaut là, qui est envoyée, vous pouvez aller voir ce qu'a fait Marcel Guenoun dans une revue qui s'appelle Politique et Management Public, parce qu'il est assez aussi remonté contre ce livre. Alors, sur les pistes, l'espoir, comment on résiste, comment on est des femmes et des hommes révoltés face à tout cela. Effectivement, le débat a été confisqué. Et ça, tu l'as dit Thibaut, le débat a été confisqué puisqu'il n'existe de fait qu'un seul type de régime de vérité, qui est celui du New Public Management. Donc, comment on fait pour déconstruire ça? Effectivement, la place des humanités, des sciences humaines et sociales dans nos existences. Comment on forme des générations, comment les programmes de formation à l'intérieur des écoles de formation des cadres de la fonction publique, comment on revoit en fait la façon dont on crée, la façon dont on crée du débat dans nos sociétés. Aujourd'hui, le débat est un peu interdit, c'est-à-dire qu'il y a ceux qui ont raison et puis les autres qui ne sont pas dans la vérité. Donc, ça limite quand même
les possibilités d'action. Mais je trouve que tout ce que font les économistes atterrés, le travail d'économistes hétérodoxes, pour revenir un peu sur ce qu'on nous vend comme Thomas Porcher notamment, sur ce qu'on nous vend un peu comme des vérités, c'est-à-dire qu'il prend des concepts. La dette, effectivement, la dette, on nous dit c'est mal, on n'a jamais questionné, finalement, est mise en débat cette réalité. Donc, en fait, il y a tout un travail de déconstruction à mettre en place, de reprise en main et de bataille culturelle, puisque là, alors, tout le monde cite Gramsci, Thierry Larigot, le philosophe italien, pour dire la bataille culturelle, effectivement, c'est la mère des batailles. Il faut regagner la bataille culturelle. Et effectivement, les néolibéraux et le New Public Management ont gagné la bataille culturelle puisqu'ils ont imposé leur vérité. Donc maintenant, il faut mettre en place le même type de stratégies qui ont été mis en place depuis les années 30, les années 40, les années 50, avec les think tanks, le Mont Pèlerin et tous les dispositifs qui se sont déployés. C'est-à-dire qu'il faut réussir à imposer d'autres formes d'idées. Alors, ça passe par les cursus d'enseignement, ça passe par la place dans les médias, et puis ça passe aussi par peut-être une transformation du champ politique. Quand vous êtes obsédé par un mandat qui est court, qui est difficile, et quand on vous présente des solutions et des recettes toutes faites qui vous permettent d'être plus performants, plus efficaces, effectivement, vous êtes embarqué, c'est de droite ou de gauche, vous dites, en fait, ça va répondre à mon court terme. Comment on réintroduit du moyen terme, du long terme? Comment aussi on développe, et comment on développe aussi d'autres façons de comprendre le monde, puisque le New Public Management et tous ces dispositifs, ces outils nous offrent une façon de voir le monde. Comment on peut appréhender différemment le réel, comment il y a plus de place à l'imaginaire, aux utopies, à d'autres modalités de compréhension de l'existence. Et tu le disais tout à l'heure, Anna, on s'est rencontrés dans le cadre d'une campagne présidentielle, puisque je m'occupais du programme de Benoît Hamon, en l'espèce, et on avait essayé, effectivement, ça n'a pas été compris, on n'a pas réussi à le faire jusqu'au bout, mais de montrer qu'il y avait peut-être d'autres façons en fait de voir le monde, de questionner notre rapport au travail, c'est de questionner voilà, et de se plonger peut-être dans d'autres imaginaires, et de réussir à construire d'autres imaginaires. Donc, effectivement, je suis désolé, Alix, ce que je vous dis est bien général, mais c'est effectivement un travail de longue haleine pour renverser en fait ce paradigme dominant et montrer qu'un autre monde est possible. Et c'est précisément ce que dit Éluard dans sa poésie. C'est un autre monde est possible, mais il est dans celui-ci. Et donc, c'est peut-être aussi tout ce travail avec la littérature. Je sais qu'Anna, tu as fait venir Nicolas Mathieu dans le cadre d'une séance, et comment aussi la littérature nous permet de déconstruire tout cela, de mettre des mots sur des systèmes de domination qui paraissent effectivement aller de soi et qui sont dominants, mais ce travail de déconstruction va être essentiel. Et sachez, Alix, merci beaucoup Nicolas pour cette réponse. Et sachez, Alix, que vous faites partie d'une génération qui est juste infiniment différente des générations précédentes. Notre génération, parce qu'on appartient à peu près à la même génération, elle est vraiment... Je ne sais pas, j'ai l'impression que nous étions relativement aveugles, et encore à votre âge, donc à 20 ans, Alix n'a pas 20 ans d'ailleurs, elle est plus jeune, et à cet âge, nous étions encore un tout petit peu embarqués dans les rêves progressistes, que tout allait bien, que l'Union soviétique était en train de s'effondrer, et que la rationalité spontanée du monde va gagner. Donc, c'est très bien déjà d'être infiniment plus conscient des problèmes qui sont les nôtres. On a 2 questions dans le chat, donc je vais les lire parce que nos camarades n'ont pas des micros.
qui sont à leur portée. Baptiste qui pose la question de savoir, bonjour, je suppose qu'il faut entendre le New Public Management comme un processus, donc est-il fini ou en constante adaptation? Et où est-il la France? Deuxième question est tout à fait proche, pas proche, mais c'est le même terrain. Est-ce que la bureaucratie française, marquée par son corporatisme élitaire, les énarques, n'est pas finalement assez protégée de cette évolution vers New Public Management, bien que, bien sûr, cette énarchie pose bien d'autres problèmes. J'aime beaucoup le mot énarchie, je ne les connaissais pas. Donc, allez-y. Nicolas, je pense que là, c'est un tout petit peu plus à toi. Alors, effectivement, le New Public Management, donc ce que je vous disais tout à l'heure, c'est que déjà, il y a des New Public Management. Donc, de toute façon, c'est une réalité polymorphe, plurielle, qui s'adapte et qui réussit très bien à s'adapter. C'est aussi le bouquin de Barbara Stiegler, la philosophe, qui a aussi fait un carton dans la même collection que Chapoutot, et avec un autre angle, sur il faut s'adapter et comment, en fait, tout se registre autour de l'adaptation, aujourd'hui dominant dans le champ politique et dans nos existences. Donc, Mais attends, effectivement, Nicolas, ces livres aussi, tu les rejettes? Il a autant de problèmes que ah non, l'autre? non, pas du tout. Je dis contrairement au livre de Chapoutot qui est dans la même collection, celui-là pose moins de problèmes. Oui, non, pardon. J'ai pensé un peu rapide pour présenter le truc. Non, non, je ne sais pas ce qu'en pense Thibaut, mais le livre de Barbara Stiegler est un peu plus intéressant. Non, tu as un doute, Thibaut, je te vois. C'est un doute aussi. Bon, passons au bouquin de Barbara Stiegler pour revenir précisément à cette question de voilà, sur cette constante adaptation. Effectivement, il y a une stratégie de mutation du New Public Management, de transformation qui va bien souvent absorber les critiques qui lui sont adressées et les ingurgite très bien, et c'est sa grande force aussi pour réussir à mettre en place à chaque fois des adaptations, des dispositifs qui vont plus ou moins être des pare-feux face aux critiques. Le New Public Management existe toujours en France. Il est toujours mis en place selon différents degrés, mais à l'hôpital, il continue de faire des ravages dans le fonctionnement de l'administration, dans les modes de gouvernement également. Peut-être ce qui a marqué le quinquennat récent et dans cette transformation peut-être du New Public Management, c'est tout le discours autour de l'innovation, de la disruption. Et là, on a eu un autre champ lexical aussi qui a été mis en avant par les élites politico-administratives durant ce début de quinquennat. Mais il est toujours bel et bien présent dans les cursus de formation des élites. Et ça, c'est pour faire un lien avec la deuxième question d'André. Ce que montrent les travaux de Philippe Bézès, c'est que les énarques et l'énarchie, parce qu'effectivement, on parle d'énarchie un peu de façon péjorative, mais les énarques, en fait, ont digéré le New Public Management et l'ont utilisé pour garder leur sphère d'influence dans les administrations publiques, puisque, effectivement, c'est le mouvement dont je vous parlais tout à l'heure, il y a eu l'énarchie versus la consultocratie. Les consultants devenant de plus en plus présents dans les années 1990 avec leurs méthodes, leurs outils, leur espèce de modernité, la bureaucratie française va effectivement embarquer ce New Public Management. Et d'ailleurs, la connexion avec les organisations internationales, avec l'OCDE, avec la Banque mondiale, avec le FMI, ce sont le même cercle d'acteurs, de hauts fonctionnaires qui vont circuler, qui vont repérer des bonnes pratiques, qui vont utiliser les mêmes benchmarks, etc. Donc, il faut comprendre qu'il y a une convergence des intérêts de l'énarchie et du New Public Management, pour le dire rapidement, dans le peu de temps qu'il nous reste. Super, merci infiniment. Du coup, j'ai une question encore vraiment très intéressante. Il y en a plusieurs, mais
la question de est-ce qu'on peut mettre en cause, donc c'est Sarah qui veut savoir si, la notion d'efficacité n'est pas définitivement mise en cause dans le contexte actuel à cause de la crise écologique, à cause de l'urgence écologique. Est-ce que la coopération ne devrait pas devenir un nouveau paradigme pour cette raison? Thibaut? Oui, moi je veux bien répondre à une question précédente sur l'application du New Public Management et son évolution. Je pense qu'il faut être bien conscient que c'est pas c'est pas une réalité homogène, mais c'est un ensemble d'acteurs et de stratégies qui répondent à des impératifs différents suivant les contextes, suivant leur position. Donc, je parlais du cas de la Banque mondiale, par exemple, qui faisait face à un problème de mandat et comment faire de la politique quand on a un mandat qui nous interdit de faire de la politique. Typiquement, les cabinets de conseil, pour eux, ça va être une logique plus financière. Donc, voilà, pour un cabinet de conseil en management, le fait de dire mes outils s'appliquent à la fois aux entreprises et à l'État, c'est extraordinaire parce que tout à coup, votre marché est 2 fois plus gros et donc au lieu de vendre uniquement du conseil aux entreprises, vous pouvez vendre du conseil aux mairies, aux conseils régionaux, administration publique et nationale. Donc, il y a une logique comme ça, marketing et corporatiste évidente. Et donc, voilà, je pense que il n'y a pas comme ça une sorte c'est pas un acteur hégémonique qui va déployer une stratégie. Il va y avoir tout un réseau d'acteurs et de stratégies différentes. Et c'est pour ça aussi que je me méfie un peu du terme néolibéralisme, parce que ça donne l'impression qu'il y a une sorte d'élite unifiée qui tire les ficelles et qui arrive comme ça systématiquement à mettre en place un plan parfaitement pensé et qui va réussir à mobiliser toutes les ressources systématiquement pour arriver à ses fins. Alors que je pense que voilà, c'est à chaque fois des acteurs avec des stratégies qui sont parfois, qui souvent ratent, souvent sont inconscientes, souvent sont en conflit les unes avec les autres, et que ça produit au final la situation actuelle. C'est pas le résultat d'un grand projet, c'est le résultat de multiples ajustements individuels et collectifs. Voilà ce que je voulais dire là-dessus. Après, sur efficacité et crise écologique, je pense que malheureusement, au contraire, on peut s'appuyer sur la crise écologique pour dire il faut être encore plus efficace, il faut de la performance énergétique, il faut encore plus rationaliser la façon dont on utilise nos ressources. Et la question des ressources, c'est la question du management. L'efficacité, c'est comment utiliser le moins de ressources possible pour atteindre un objectif donné. Donc, aujourd'hui, on peut arriver vraiment dans une logique complètement managériale. On va dire, il faut arrêter la politique. Maintenant, on est face à un problème technique, on a tant de ressources, on a tant de capacités. Comment est-ce qu'on organise la société pour être le plus performant possible dans l'utilisation des ressources? Super, merci infiniment pour cette question et pour cette réponse. Et du coup, la toute dernière question, de nouveau d'Alix, qui veut savoir, que c'est vraiment très, très pertinent et on pourrait clôturer avec ça. Quel rôle pour la communauté européenne dans cette gestion du New Public Management? Nicolas, si tu veux dire quelque chose, il va falloir que tu te démutes. Oui, tout à fait, mais j'organisais ma pensée avant d'activer le son. Les organisations européennes, comme la plupart des organisations internationales, ont été des promoteurs du New Public Management. Ce que montre très bien Isabelle Bruno quand elle parle de benchmarking dans la définition des politiques de recherche européennes. Elle montre ça très bien. Donc, l'Europe suit, en tout cas les institutions européennes suivent le même mouvement que les autres institutions internationales, c'est-à-dire que c'est des organisations facilitatrices de développement de ces outils dans les États membres. Et d'ailleurs, elles vont le porter, notamment à travers les dispositifs de comparaison, d'évaluation des politiques publiques. L'Europe a quand même vachement mis le
paquet dans les années 80 pour que les États membres évaluent leur politique, rendent des comptes, soient performants, etc. Donc, tout le langage a été aussi embarqué par ces institutions européennes. Il y a pas elles ne sont pas à côté, quoi. Elles sont dans le même mouvement. Il n'y a pas de... Je ne sais pas si Thibaut veut compléter, mais il n'y a pas de phénomène particulier de résistance à ce niveau. Oui, je crois même au contraire que les institutions européennes renforcent pour moi la prégnance de la rationalité managériale. Ça a été un des grands promoteurs de la notion de gouvernance, l'Union européenne, et c'est une institution qui a des problèmes de légitimité importants et a été fortement tentée de se légitimer par l'efficacité de son action. Donc là, j'ai retrouvé une citation de Romano Prodi, qui était à l'époque président de la Commission européenne. Donc je le cite: « L'efficacité de l'action des institutions européennes est la principale source de leur légitimité. » Ça, c'est typiquement managérial, de dire notre légitimité vient de notre efficacité et non pas de l'élection et non pas de notre origine. C'est ce que nous faisons qui nous légitime et non pas de là où nous venons. Ça, c'est vraiment typiquement managérial. De toute façon, quand on voit la manière dont la communauté européenne n'est pas capable n'a pas des moyens à cause des résistances internes pour imposer quoi que ce soit au niveau fort, n'est-ce pas, au niveau vraiment des idées et des directions qui vont au-delà des chiffres. On l'observe actuellement dans les conflits entre la communauté et la Hongrie et la Pologne. On ne voit pas comment un grand renversement idéologique aurait pu venir de là-bas, quoi. Ça, c'est certain. Bien, chers camarades, on va s'arrêter là.